Bonjour Mélanie Bigot, merci d'avoir Bah, accepté notre invitation sur Harmony Stories. Je suis très ravi de t'avoir sur recommandation d'Inès Sivignon que nous avions vu précédemment. J'aimerais te demander comment ça va tout d'abord. ça va et toi? Ça va très bien, très très enthousiasmé par cette interview. Bah oui, Mélanie moi est aussi. Mélanie avec un Y, jeune Oui. sniper de faute d'orthographe, auteur très actif Mmh. sur les réseaux sociaux et des fois youtubeuse, j'ai pu voir. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais, j'ai un peu envie de connaître, pas un peu, même beaucoup, envie de connaître ton histoire parce que je vois que tu es active sur les réseaux sociaux et tu es très Mmh. pertinente, mais j'aimerais en savoir plus sur qui tu es. Et aujourd'hui, je vais Mmh. faire une petite entorse à mon rituel. Je vais pas te demander comment tu te définis, mais je vais te demander qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta vie jusqu'ici. Je dirais 2 choses. Mon auto-entreprise, que j'ai lancée en fin 2019, et donc maintenant, je suis correctrice, professionnelle, en freelance. Donc ça me rend quand même fière parce que j'ai réussi assez vite à me développer, à trouver des clients et à vivre de mon activité, de mon entreprise. Et je dirais aussi mon activité d'écrivain, que je pratique, complètement depuis 11 ans. J'écris tout le temps et j'adore ça et ça me rend très fière d'avoir, réussi à écrire, et à terminer plusieurs livres. Que tu parles d'écriture, on sait que tu as été rédactrice à un moment, tu as été que correctrice aussi. À quel Mmh. moment tu es tombée un peu dans cette marmite de l'écriture, des mots, de la correction? L'écriture vraiment littéraire, c'est depuis toujours. Enfin vraiment aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé, inventer des histoires. J'avais mon grand-oncle qui était écrivain, et d'ailleurs je lui ai dédié ma première saga, fantasy que j'ai publiée. Il s'appelle Jean-Marc de Fauville, c'était, un écrivain qui inventait plein d'histoires et je l'admirais vraiment et j'avais juste envie de faire comme lui. Et tu parles de ta famille, tu me dis que c'est depuis toujours que tu as cette passion un peu littéraire. Comment tu grandis dans le Berry? Quel type d'enfant étais-tu? C'était quoi tes souvenirs? Mmh, bah, ce qui était bien, en fait, c'est que Bourges, c'est une petite ville. Bon, c'est pas totalement la campagne, mais c'est très différent, de Lyon, par exemple, où j'habite maintenant, qui est très urbain. Ça, c'est une grande ville, quoi. Oui. Donc à Bourges, je pouvais sortir souvent. Enfin, je vivais dans une maison, donc j'avais un jardin et du coup, je pouvais sortir souvent, voir mes amis, qui habitaient pas forcément très loin, jouer dans la rue, faire du vélo, et c'était l'occasion justement d'inventer plein d'histoires, en fait, des jeux qu'on mettait en scène. Et tu le dis bien, on voit que tu as une personnalité introvertie ou limite timide Mmh. dans ce que tu me dis. Et ce qui est un peu à, je vais pas dire à l'antithèse parce que ça reste ta personne quand même, mais d'une personne très très active et très très suivie sur les réseaux et de surcroît freelance parce que il faut pouvoir Mmh. se vendre, il faut pouvoir se mettre au devant entre guillemets de la scène. Comment tu t'es ajusté Mmh. à cette vie-là en connaissant ta personnalité justement? Justement, Inès en parlait dans son interview. Elle parlait de l'inbound marketing Mhm. et en fait, je me suis accrochée à l'inbound marketing comme une bouée, quand je me suis lancée, en fait, je me enfin, j'avais très envie d'être indépendante. C'est d'ailleurs Inès qui m'a un peu ouvert, la voie, enfin pas qu'un peu, beaucoup ouvert la voie, Ah ouais. pour me lancer, en freelance. C'est grâce à elle que je me suis d'ailleurs inscrite, sur LinkedIn aussi. Mhm. Et au début, j'étais terrifiée, en fait, à l'idée de devoir, prospecter, envoyer des messages aux gens pour, leur proposer mes services. Je voyais que ça se faisait beaucoup en tant que freelance et je me disais: «Mais c'est pas possible, moi je vais pas pouvoir, je veux pas arriver, comme ça, enfin les gens ils m'attendent pas, ils me connaissent pas, je vais quand même pas leur envoyer un mail, je vais pas les appeler». Ah oui. Et j'avais du coup, entendu parler après de l'inbound marketing. Comme quoi, il fallait juste se rendre visible. Donc au Mhm. début, j'avais pas vraiment de stratégie avec les réseaux sociaux. J'avais rencontré un rédacteur, qui était installé vraiment en tant que rédacteur depuis très longtemps et qui m'avait dit plutôt d'optimiser mon blog, de faire des articles très optimisés SEO pour que les gens tombent dessus, Ah oui. et que comme ça, ça me donne de la visibilité. Donc au début, c'était ma première stratégie, mais en fait, je me suis lancée sur LinkedIn et je me suis prise au jeu Ah et oui. j'ai continué et c'est ça qui a développé ma stratégie d'inbound après et qui a attiré les gens à moi parce que je pense que, je sais pas, je dois avoir peut-être 90-95 de mes clients qui viennent de LinkedIn. Ah, quand même, c'est énorme. Mmh. J'aimerais Ah qu'on y ouais. revienne
un peu plus tard parce que c'est très intéressant Mhm, ce que tu fais sur LinkedIn, ta posture et entre guillemets, du coup, bah, le succès que tu arrives à en tirer. Mais mhm, j'aimerais qu'on revienne un petit pas en arrière quand tu mhm, finis ton lycée, jeune adulte, fin d'adolescence. Tu as encore cette mhm, passion pour les lettres. mhm. Après ton bac, comment tu choisis ta fac? Ça a été longtemps une évidence pour toi ou il y a eu quand même un petit moment de doute et c'est aussi un moment charnière dans une vie parce que souvent on quitte le nid familial. Mhm. Comment se passe cette période-là pour toi? Bah, moi, bah, j'ai pas quitté l'Uni tout de suite. En fait, mon parcours, il a été un peu chaotique. Je me suis beaucoup, beaucoup cherchée. Bah, j'ai toujours eu cet amour des lettres, mais j'ai quand même beaucoup changé en cours de route. Enfin, par exemple, j'ai redoublé ma première parce que j'avais eu la très bonne idée d'aller en première S pour devenir, c'est un peu la honte, mais pour devenir ingénieur en laboratoire parce que j'adorais NCIS et je voulais faire comme dans NCIS. Donc voilà, je suis allée en S, ça a été une véritable catastrophe. J'ai redoublé pour aller en ES, Oui. et parce qu'il n'y avait pas L dans mon lycée, sinon j'aurais fait L, mais il n'y avait pas. Il y avait toutes les sections sauf L. Et donc bah, j'ai eu mon bac ES. Et en fait, bah, mes parents ne pouvaient pas spécialement m'aider financièrement pour partir tout de suite. Oui. Et j'avais prévu d'aller en droit parce que j'avais trouvé cette nouvelle voie. Je m'étais dit, bah, allez, je vais aller en droit. Et il y avait une fac de droit à Bourges, donc je me suis inscrite. Et dès la première semaine, j'ai compris tout de suite que c'était pas du tout pour moi. C'était une catastrophe. Je suis quand même allée tous les jours à la fac bah, pour garder une sociabilité, mais je me rappelle Ouais. que j'étais sur mon ordinateur et je regardais des séries pendant les cours. C'était vraiment pas Au fond de sérieux. la Je classe. ne recommande pas ça. Ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, je faisais acte de présence, Mm. c'était déjà ça. Et en fait, bah, c'est pendant l'année, en fait, j'ai commencé à réfléchir, parce que ma mère avait fait lettres modernes à Lyon, Oui. justement, dans la fac où je suis allée après. Et je me disais: «Bon, bah, si elle a fait lettres modernes, c'est quand même qu'il y a des débouchés. Enfin, elle a un métier maintenant, donc c'est possible. Oui. Pourquoi est-ce que moi, j'irais pas? C'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai toujours aimé le français, j'aime bien ça». Donc j'y suis allée plutôt dans l'optique d'être prof de français au début, en me disant que c'est ce que j'allais faire. Et donc j'ai commencé lettres modernes, j'ai fait 2 ans, mais pareil, en fait, ça m'a pas spécialement plu et les cours de grammaire, en plus, c'était horrible en lettres modernes, ça enfin, c'était de la grammaire, vraiment très spéciale. Je comprenais rien, j'avais des notes catastrophiques et donc là, j'ai rencontré une fille, en fait, qui était avec moi en atelier d'écriture. C'était un cours que j'avais, en option et qui Oui. m'a parlé des lettres appliquées et là, j'ai eu la révélation. Elle m'a parlé du programme, j'ai dit: «Mais ça a l'air génial». Donc c'était beaucoup plus, sur la pratique de l'écriture, les métiers du livre. Et donc j'y suis allée, j'ai fait mon master, j'ai rencontré Inès Sivignon là-bas et Ah, entre-temps, bah, j'ai découvert le métier de rédactrice web. et c'est là que Et tu es tombé donc dedans. c'est ça, c'est comme ça que, bah, j'ai fait un stage en tant que rédactrice web, j'ai bien aimé et puis après je me suis lancée comme rédactrice web et encore une fois, je me suis dit: «En fait, j'aime pas spécialement ça», donc je me suis lancée comme correctrice. Normalement, ça devrait plus bouger. Je pense à retrouver ta voix, mais c'est intéressant de voir que tu as eu autant de changements de cette première, entre guillemets, Mmh. désillusion en Oui. première, où il y a, entre guillemets, la réalité que tu vis en face, entre guillemets, entre ses passions et ce qu'on est capable réellement de faire. Mmh. J'avais vu Mmh. une phrase, je pense que c'est toi qui l'avait dite, et ça m'avait un peu interloqué, et j'aimerais bien tu nous en parles plus parce que ça rejoint un peu Mmh. ce que tu viens de dire. Tu dis que de nombreuses personnes se reposent sur des acquis qu'elles n'ont pas. Mmh. Et genre, dans tous ces changements-là, je pense que tu essaies de retrouver ce que tu sais faire, entre guillemets, et Mmh. enfin, in extenso que t'aimes, parce il y a une certaine corrélation. Est-ce que tu peux me dire Mmh. cette phrase-là? Parce que quand je l'ai vue, j'ai ouvert grand les yeux. Oui, bah, j'avais dit cette phrase, ouais, parce que il y a beaucoup de gens, en fait, que je vois, bah, sur les réseaux, enfin partout en fait, qui sont très fiers d'avoir, enfin d'être très doués dans un domaine, mais en fait, ils vont pas essayer de s'améliorer ou même comment dire? De vraiment, devenir excellents en fait dans leur domaine. Ils veulent juste une image d'excellence, mais ils ne veulent pas l'être vraiment Mhm. et en fait, je trouve ça dommage. Enfin, moi, par exemple, j'ai cette image sur les réseaux sociaux du sniper des fautes d'orthographe, mais enfin, j'ai pas envie en fait que d'avoir juste cette étiquette, mais qu'après, bah,
continue de faire des fautes. Bon, bien sûr, ça m'arrive, mais Oui, justement, c'est une catastrophe, j'ai pas envie d'en faire, donc j'essaye de m'améliorer tout le temps. Je fais des exercices de français. Quand je fais un post sur les réseaux, enfin sur LinkedIn, je vais vérifier plein de sources différentes pour ne pas raconter de bêtises, pour être vraiment sûre de ce que je raconte. Je le relis plein de fois. Quand j'écris un roman, je le fais relire par quelqu'un d'autre, justement pour ne pas oui, laisser de fautes. Enfin, je trouve que c'est très important, en fait, de pas se reposer sur cette posture qu'on a adoptée et de vraiment toujours essayer de s'améliorer, toujours essayer d'apprendre et toujours essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne font pas ça, qui se oui, contentent juste d'une image et c'est dommage parce qu'après, bah, ça dévalue leur métier aussi. Enfin, je oui. sais qu'il y a beaucoup de correcteurs qui sont très, très contents de dire qu'ils sont correcteurs, enfin, voilà, ils vont aller corriger les gens sur les réseaux. Par contre, après, quand on leur demande de corriger un roman, bah, ils vont oublier la moitié des fautes, et Oui. c'est pas ce qu'on leur demande, quoi. Oui, c'est limite. Et c'est vrai que Mmh mh. ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi vraiment beaucoup de gens qui veulent ce succès-là, mais qui veulent pas mettre le travail qu'il faut Mmh au mh. préalable. Et c'est vrai que il faut aussi, c'est bien d'avoir ce syndrome de l'imposteur parce que ça montre que tu vois en fait ton champ des possibles, là où tu peux t'améliorer et tu vois aussi tes défauts. Et c'est très Mmh important. Et c'est pour ça que quand j'ai vu cette phrase-là, en fait, je me suis dit, ouais, faut que je lui pose cette mh. question-là. Et Ah tu parles oui. aussi de plusieurs rencontres. Quand tu vas choisir les lettres modernes, tu rencontres quelqu'un qui te dit ça, tu rencontres Inès qui te pousse pour être freelance, justement. Mmh mh. Euh, à quel point c'est important les rencontres aujourd'hui dans dans ta carrière? Parce que de créer un réseau, c'est bien, mais je pense que bien réseauter, c'est le plus important. Ce n'est pas qui toi tu connais, mais qui te Mmh connaît, mh. parce que c'est cette Mmh personne-là mh. qui pensera à toi. À quel point c'est important aujourd'hui les rencontres? Parce que de l'échange qu'on vient d'avoir là, ce premier quart d'heure, je comprends qu'il y a eu quand même des rencontres un peu qui ont défini un peu la vie que tu mènes aujourd'hui, en tout cas. Mmh mh. Oui, bah, oui, enfin, en plus, on peut penser qu'en tant que freelance, on fait pas de rencontres, mais même, en étant devenue freelance, j'ai fait de très, très belles rencontres. Et je pense que justement, enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est vrai que je fonctionne, un peu à la motivation par la conversation. Enfin, justement, ça va être quand je vais rencontrer quelqu'un, on va échanger des idées et c'est ça qui va me nourrir et qui va nourrir ma réflexion et qui va me donner envie des fois de changer de voie, Oui, de lancer un nouveau projet. Et non, je trouve que c'est très, très important de ne pas être seul dans son coin et d'échanger avec les gens. Et justement, avec les réseaux sociaux, c'est merveilleux. On peut rencontrer des gens. Enfin, justement, en me lançant en freelance donc sur LinkedIn, j'ai rencontré une personne que je considère vraiment comme une amie aujourd'hui, qui s'appelle Ikram Nemili Shebani, oui. qui est rédactrice copywriter et formatrice LinkedIn. C'est d'ailleurs incroyable parce qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn et on vient toutes les deux de Bourges. Ah ouais. Mais voilà, c'est incroyable la magie des réseaux sociaux. Mais du coup, c'est par exemple une personne vraiment avec qui j'adore échanger au quotidien, qui me nourrit aussi vraiment beaucoup, qui me donne des idées, qui me donne des conseils. Et ouais, je pense que c'est très important, surtout en plus en étant freelance, en étant isolée je travaille dans ma chambre toute seule. Oui, Donc c'est important d'avoir ce réseau, ces gens avec qui je peux échanger. C'est vraiment, vraiment essentiel. c'est la clé. Et Mmh mh. j'aimerais qu'on se remette justement au début de cette aventure de freelance-là. Mmh Euh, mh. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir au moment où tu te lances dans le freelancing? Mmh, bah, que les échecs, c'est pas grave, Ouais. qu'on peut avoir, une mission qui se passe mal, un client qui est pas satisfait, bon ça arrive, hein, bon, vaut mieux éviter de ne pas leur apporter satisfaction, mais ça peut arriver. Oui, Aussi très important d'arriver quand même à poser des limites. Là, en ce moment, ça va, mais jusqu'à très tard, là, je sais pas, jusqu'à janvier, oui, j'avais tendance, en fait, à accepter vraiment beaucoup, beaucoup trop de missions, des missions de dernière minute, des missions qui me correspondaient pas, mais en fait, je voulais tout le temps, arranger les gens oui, et en fait, bah, c'est pas possible parce que, bah, il y a que 24 heures dans une journée. On peut même pas travailler 24 heures dans une journée, oui, mais voilà et je me retrouvais avec un emploi du temps, horrible. J'étais obligée de travailler tous les jours, même les week-ends et non, c'est pas tenable mhm, donc il faut apprendre à dire non, apprendre à dire stop, apprendre à donner des délais plus longs, mhm. pour, heu
pour la santé mentale, la santé Ouais, physique. ouais. Donc ça, j'aurais aimé le savoir avant et maintenant, c'est bon, j'ai bien retenu la leçon, donc ça devrait aller. J'entendais un proverbe qui disait que si on essaie de mettre un vêtement sur le dos de tout le monde, on risque de se retrouver tout nu. Et, et c'est clair, même pour ta santé mentale, tu risques d'être vidé en fait. Et c'est dans ce sens-là C'est que ça. je dis nul parce que tu peux pas faire le travail de tout ça. En plus, les sollicitations doivent être énormes et c'est à ce moment-là qu'il faut aussi penser à soi. Bah J'en oui. parle un peu parce que quand on est freelance, entre guillemets, on bosse seul. Comment on Mmh. fait pour maintenir un bon état mental pour continuer à produire un travail de qualité? Oui, bah, je pense, les échanges justement sur les réseaux, je pense qu'en fait, quand on se lance, c'est important justement de se connecter avec des gens qui nous ressemblent. Je sais justement que enfin, en tant que freelance, il y a beaucoup de gens qui voient les autres freelances comme des concurrents, Oui, qui se lancent en tant que rédacteurs et qui se disent: «Je vais surtout pas parler à des rédacteurs parce que, bah, c'est mes concurrents, ils vont me voler mes clients et tout ça», alors que non, pas du tout. mmh, Ça peut arriver, on peut tomber sur une personne mal intentionnée, mais c'est pas la majorité, heureusement. Et je pense que c'est important justement de se créer un peu un réseau. Enfin, c'est ce que je fais avec Inès et avec Ikram, justement. Bon, maintenant, je suis plus rédactrice, mais au début, je l'étais. Elles sont toutes les 2 rédactrices, donc on fait le même métier, mais je les vois pas comme des concurrentes, je les vois juste comme des collègues et des amis, mmh, des personnes avec qui on peut échanger. Justement pour les tracas du quotidien, enfin, je sais que toutes les 2, elles ont été là, quand justement j'étais un peu, au fond du gouffre avec, justement mon emploi du oui, temps, de malade. Elles ont vraiment été là, elles m'ont soutenue, elles m'ont donné des conseils, elles m'ont aidée. Elles m'ont appris à arrêter de dire oui tout le temps. Ça, oui. c'est important. Et donc je pense que c'est là, en fait, où c'est très, très important d'avoir son réseau. Et quand on se lance sur LinkedIn, justement, il faut pas hésiter à aller vers des gens qui font le même métier, à les ajouter, à échanger avec eux. Et bon, tous ne deviendront pas forcément des amis, mais au moins des collègues avec qui, on peut échanger, avec qui on peut, se refiler des clients aussi quand on en a trop. Je pense que c'est important vraiment de nourrir ce réseau et ça aide à garder le cap, à garder le moral, à pas se sentir seul. Mmh. Et garder des relations cordiales et ne pas voir tout le monde comme des adversaires parce que tout le monde a quelqu'un à rajouter, à apporter. Mmh. On en parle Oui. depuis tout à l'heure, on parle de LinkedIn beaucoup. Alors Mmh. j'ai retrouvé, je pense, ton premier post sur LinkedIn. Ah! Je suis descendu très loin Ah et oui. tu dis, «Eh bien ça y est, je me lance officiellement en tant que rédactrice web en freelance. N'hésitez pas à faire tourner mon site professionnel» et tu mets, melanie-bigot.fr et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est que tu as eu, il y a 6 réactions à ton post et il y a une personne qui Mmh. commente à l'époque et qui te dit, «Bonne chance et j'espère que tu reviendras populaire et que tu ferai connaissance dans quelques mois». Et je trouve, et quelques mois après, justement, il te dit comment ça se passe et tu lui dis, bah, les vues sur mes posts ont été déjà multipliées par 500 parce que tu fais un post, justement, où tu dis que j'ai un service à te demander et je trouve ton approche cool, parce qu'il y a toujours ces quelques mots, qui je trouve que c'est maîtrisé, en fait, cet art de l'accroche en quelques mots qui fait que ça va Mmh. lire et tu dis que j'ai un service à te demander et tu expliques comment tu n'aimes pas cette phrase-là et Mmh. et dans le fond, parce que quelqu'un te demande de lui corriger gratuitement les choses et je trouve, Mmh. l'ingéniosité aussi de dire, que là, ton cerveau se met en marche et tu lui proposes un devis au lieu de lui dire non. Je Mmh. trouve ça très, 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 très intelligent de ta part et ce post-là fait plus de 100 000 vues, à Mmh. peine quelques mois après peut-être même quelques semaines après, que tu te lances vraiment sur LinkedIn. Quand tu vois cette explosion-là, comment tu te sens? Comment tu processes cette information-là et surtout, c'est quoi ton mindset pour capitaliser dessus? De un pour toi-même, mais vu que toi-même tu es ta marque, vu que tu es «indépendante» entre guillemets, pour ton business? Mmh. Bah, enfin, quand j'ai eu ce poste justement qui a marché, j'en revenais pas. Ouais. Je m'y attendais pas du tout parce que, bah, mes posts avant, faisaient pas tant de vues que ça justement. Enfin, je commençais, tout juste Oui. et je m'attendais vraiment pas parce que là, en plus, ça avait aucun rapport justement avec l'orthographe,
enfin, si, ça avait un rapport avec la correction, mais c'était pas une règle d'orthographe comme je l'ai fait après. Oui. Et c'était pas quelque chose, de en fait, au début, j'avais un peu, l'idée que sur LinkedIn, il fallait être très professionnel Mhm. et là, c'était pas spécialement professionnel. J'étais justement, en train de faire ma rageuse, comme je disais, voilà, je m'indignais sur quelque chose et en fait, je pense que si ce post a marché, c'est parce que ça a vraiment suscité de l'émotion. Mhm. Ça Ouais, enfin, les gens se sont indignés avec moi. Je pense que tout le monde a déjà eu quelqu'un qui essayait d'abuser comme ça en venant demander, Ah oui. un service, un peu trop, enfin, de façon un peu trop abusée, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se ressentir, enfin, ouais, se connecter à ça. Ah oui. Et du coup, ouais, non, j'étais vraiment, sous choc quand je me rappelle que j'étais sortie, en fait, j'avais posté, j'étais partie et je suis revenue peut-être 1 heure et demie après et je vois, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de messages, d'invitations. J'étais: «Mais qu'est-ce qui s'est Oh. passé? Où est-ce que je suis?» Et je crois que j'avais passé, peut-être 48 heures à faire que ça, Ah ouais. à répondre, aux gens, répondre à tous les commentaires, et ça m'avait pris un temps fou, mais j'étais vraiment, enfin, j'étais super contente, en Ah ouais. fait Heureuse. et ah ouais, j'étais vraiment, vraiment contente et bah, bon, après, du coup, j'avais un peu la pression en me disant: «Bon, il faut que j'arrive quand même à reproduire la même chose», mais j'ai pas non plus essayé à tout prix de, vraiment de reproduire vraiment, en fait. Enfin, je me disais: «Il faut juste que mes prochains posts soient de bonne qualité et Mhm. qui suscitent vraiment l'intérêt», mais j'ai pas réfléchi à tout prix à ce qui allait marcher, à un sujet de post qui allait vraiment, à nouveau faire le buzz. J'ai Ah oui. vraiment suivi un peu mes envies, ce que j'avais envie de publier. Je crois qu'à l'époque, je publiais pas encore beaucoup de choses sur l'orthographe, c'était très axé rédaction, Ah oui. Ah freelancing, oui. SEO. organisation personnelle. Ouais, voilà, c'était plutôt ça et c'est après où je me suis plutôt spécialisée dans l'orthographe, mais Ouais, parce que je trouve ça hyper intéressant parce que quand on a ça, il y a maintenant une certaine attente qui se met en place. mmh, Les gens mmh, attendent que le prochain post de Mélanie bah, soit hyper pertinent, qui nous fasse réfléchir ou qui nous fasse sourire. Et ça peut mmh, mettre une certaine pression où on peut se noyer. Et j'aimerais, c'est mmh, pour ça que je te pose, parce que, et ton approche de dire, bah, je reste authentique parce que c'est ce qui fait, tu fais une impulsion naturelle. Et on voit cette mmh, impulsion-là de plus en plus présente sur les réseaux où les gens se mmh, présentent différemment du bonjour, le problème, cordialement, au revoir. Et je trouve mmh. ça très, très rafraîchissant et ça ne déprofessionnalise pas, je ne sais pas si ce mot existe, Je sais pas. je l'ai créé, Voilà, parfait. ce réseau-là, je trouve ça fascinant. Et au-delà du coup quand ça a cet impact-là sur LinkedIn, comment ça affecte automatiquement ton business? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais d'avoir du mal à dire non et apprendre plein de choses. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te Mmh. retrouves sous l'eau? Alors ce moment-là, je pense pas. Je crois que c'était en novembre, il me semble, novembre 2019, donc ça faisait, 1 mois et demi que je m'étais lancée Ouais. et donc à l'époque, je pense pas que j'avais de clients, enfin je devais peut-être en avoir un ou 2 ponctuels. Je sais que j'ai eu je me rappelle pas vraiment en fait, pourtant ça fait pas si longtemps, mais il s'est passé tellement de choses en fait en 1 an que j'ai un peu oublié. Mmh. Mais non, je pense que j'ai eu des demandes, mais je me suis pas retrouvée sous l'eau tout de suite. Vraiment, en fait, c'est plutôt avec la correction récemment que je me suis retrouvée sous l'eau. Je me suis vraiment spécialisée en correction, cet été, je crois, en juillet, il me Ouais, semble, juillet 2020. ouais. Avant ça, du coup, je faisais correction et rédaction et non, en rédaction, je me suis pas enfin, j'ai pas le souvenir de m'être retrouvée sous l'eau en tout cas, ou peut-être, mais je l'ai oublié. Mais en tout cas, j'ai gagné vraiment en visibilité. J'ai eu pas mal de demandes, qui sont rentrées et bah, du coup, j'étais très contente. Mmh. Parce que ça décollait enfin et c'était des gens qui me contactaient parce qu'ils avaient vraiment besoin d'une rédactrice, parce qu'ils aimaient ma façon d'écrire et c'était pas moi qui avais vraiment pris l'initiative de les contacter, alors qu'ils avaient peut-être pas envie, pas besoin de Ouais. moi. Mmh. Donc non, enfin, j'étais vraiment, vraiment satisfaite, fière en fait de ce que j'avais réussi, à faire avec ces postes, à donner envie de travailler avec moi et c'était vraiment ce que je voulais et bah, c'est ce que j'essaie de continuer, aujourd'hui. Ah mais c'est très important parce qu'au final, c'est la réussite de ta stratégie d'inbound marketing. Mmh, L'objectif, c'est que c'est les ça. gens viennent. Et ça, je pense que tu l'as hyper bien exécuté. Et Mmh. franchement, félicitations pour ça parce que c'est énorme comment. Bah, Parce que merci. quand je descends dans les posts et je regarde, parce qu'au début, c'était pas le même impact. Il y a des posts qui avaient une Mmh. réaction, quoi.
Et Ouais. pour sortir un peu de ce contexte-là, ou même pas trop, maintenant que tu as cette certaine popularité-là sur LinkedIn, est-ce que tu sens l'approche des gens changer? Parce que quand on commence à un peu être connu, les gens ont tendance à à s'approprier la personne, Mmh. comme si Oui. ils ont un droit de regard sur ce que tu penses, que tu écris, tu n'aurais pas dû mettre ça, tu aurais dû mettre ça. Est-ce que tu as des expériences un peu similaires à Mmh. ça ou pas du tout sur un Ah réseau oui, j'en ai. social, LinkedIn quand même? Mmh. Oui, oui, non, bah, j'en ai, en fait, il y a depuis que j'ai gagné en visibilité, il y a plein de gens, bon, heureusement une minorité quand même parmi mes abonnés, mais Oui, qui me suivent à la trace, sous tous les posts que je commente, sur les ré enfin, sur LinkedIn. Et qui vont analyser ce que je dis, qui vont essayer de me corriger. Bon, ça arrive des fois que je fasse des fautes, mais bon, la plupart du temps, c'est pas des vraies fautes. ouais, Et ça m'énerve, ça a vraiment le don de m'agacer. C'est non, c'est vraiment pénible. Par exemple, je sais qu'une fois, j'avais commenté un post d'Inès. oui. Donc, avec Inès, on est amis dans la vraie vie. Mhm. Donc je vais pas lui parler de façon cordiale non plus, enfin, ce serait absurde, même sur LinkedIn. Et je sais plus quel post elle avait fait, mais j'avais commenté en disant, «Bravo, tu pèses dans le game». Ouais. Et il y avait quelqu'un qui avait commenté en disant que c'était, inadmissible que le grand sniper des fautes d'orthographe, parle avec ce genre de vocabulaire. Et ah, ça m'avait tellement énervée. C'était vraiment agaçant et ça arrive vraiment souvent. Donc maintenant je réponds plus parce que ça, enfin, déjà j'ai autre chose à faire. Et Oui, puis ça m'énerve, donc je regarde pas, en fait. Je me mets des œillères et allez-y, tu corrigez si vous zappes. voulez. Non, Mais c'est voilà. hyper intéressant de savoir que même sur LinkedIn, il y a des gens qui te suivent comme ça, un peu à la Mmh. trace. On dit c'est un peu long sur la manière de penser de l'humain, entre guillemets. Mmh Et mh. je trouve ça fascinant de, même si tu prêches pas la perfection, parce que tu le dis toi-même, je fais des fautes, mais les gens vont quand même s'amuser à le faire et je trouve Mmh. ça dingue, mais ça existe partout et il y a ce qu'ils font et ce qu'ils parlent de ce qu'ils font et c'est Bah ça qui fait ouais. la différence entre ces deux Mmh. catégories de personnes-là. C'est ça. Ils J'aimerais, essaient de me prendre en faute. bah oui, c'est ça. Mmh. Je voulais te demander, parce que par rapport à, tu t'auto-édites Mmh. tes romans que tu sors. Est-ce que tu veux me parler de ton dernier roman? J'ai eu... Mmh, ouais, alors, bah, je sais pas, en fait, si je parle du dernier qui est sorti. Bah, en fait, d'ici, enfin, le temps que l'interview soit publiée, j'ai un autre roman qui sera sorti. Ah! Oui, donc je vais Est-ce peut-être qu'on a parler. un exclusif ou est-ce qu'on va parler de l'ancien? Roulement de tambour. Bah je peux parler un peu des 2, mais bah, il y a l'ancien, enfin l'ancien qui est toujours disponible, Mhm. qui s'appelle, Quand gronde le tonnerre. C'est, donc, un roman fantasy, plutôt young adulte, mais bon, enfin, c'est juste pas trop pour les adolescents très jeunes parce que c'est du vocabulaire pas forcément, adapté aux jeunes. Oui, Mais bon, on peut lire à tout âge, hein. J'ai ma grand-mère enfin mes 2 grand-mères même qui lisent, donc il y a pas de souci. ah, c'est cool. Mais donc, c'est oui, c'est un roman fantasy parce que j'ai toujours adoré vraiment la fantasy en tant que lectrice et en tant, du coup, qu'écrivain, après. J'ai toujours écrit beaucoup de fantasy. Donc, lui, je l'ai auto-édité sur Amazon. C'est la première fois que je passais par cette plateforme. Il y a des gens qui m'ont fait un peu un procès sur LinkedIn parce que c'est inadmissible de publier sur Amazon. Mais bon, en tant qu'auteur auto-édité, il y a quand même énormément d'avantages. Mm, Enfin, c'est très, très dur, en fait, en tant qu'auteur auto-édité de gagner en visibilité, mhm. de toucher beaucoup de gens. Et puis, enfin, quand on imprime soi-même ses livres, il faut gérer les stocks, il faut Oui, avancer les frais d'impression, oui. faut envoyer soi-même. Et enfin, moi, j'ai vraiment pas le temps. Donc, Mm. Amazon s'occupe de tout ça. Et bon, bah, je sais qu'il y a des choses qui vont pas avec Amazon, mais voilà, en tant qu'auteur, C'est une c'est quelque situation. chose Mm, qui, voilà, mm, qui peut quand même beaucoup m'aider. Donc, je l'ai publié dessus. Et donc là, bah, dans les jours qui viennent actuellement, mais quand l'interview sera sortie, ce sera déjà le cas, j'ai, écrit un roman, réaliste cette fois. mhm, C'est la première fois. Et c'est un roman, un peu autobiographique qui parle de mon adolescence, et plus particulièrement, en fait, de ma période collège-lycée qui était
pas très joyeuse. Enfin, j'ai été harcelée, à l'école Ah ouais? et donc j'ai décidé d'en faire un roman. Je me suis dit, que ça pouvait être bien justement pour les personnes qui subissent ça aujourd'hui ou qui l'ont subi, mais qui ont eu du mal à s'en sortir et à tourner la page. Mmh. Vraiment partager mon témoignage, et raconter un peu comment je l'ai vécu et comment je m'en suis sortie. Et donc, bah, ce roman s'appelle Mon Immortel. Il va être sur Amazon, mais aussi sur The Book Edition, qui est une Mmh. plateforme française cette fois. Ouais, ouais. Et donc, pareil, bah, les gens peuvent commander sur internet directement pour recevoir un exemplaire papier ou un exemplaire, EPUB. Voilà. Je passerai ma commande. C'est intéressant que ce que tu dis là, de dire que tu as été harcelé à cette époque-là. On te Mmh. connaît, de ce que tu as dit, timide, limite introverti. Comment Mmh mh. sans pour autant spoiler le livre, hein, mais d'un point de vue un peu plus personnel, parce que tu dis que tu Mmh. arrives à t'en sortir. Quand tu sors de cette, Mmh. période-là, quel est, un principe fondamental sur lequel tu décides de ne plus intransiger? Et pour te construire, toi, comme on te connaît maintenant aujourd'hui, d'un point de vue perso. Mmh, je sais pas trop. Bah, je pense déjà de plus trop tenir compte de l'avis des gens, qui ne comptent pas. Mmh, clairement. Des voilà, les gens qui m'entourent, mais avec qui j'ai pas de lien, qui sont pas mes amis, qui sont pas ma famille, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Bah, sur LinkedIn, c'est pareil en fait, il y en a des fois qui sont pas contents par rapport à ce que je fais. Au début, ça m'atteignait, mais maintenant je me dis: «Il faut vraiment que ça me passe au-dessus». Ça me passe Mmh. au-dessus maintenant. Je pense que j'ai bien réussi, à intégrer ça. Oui, Et donc, ouais, pour la vie vraiment de tous les jours, c'est pareil en fait, si les gens sont pas contents, bah, c'est tant pareil. pis en fait, je vais pas changer ma personnalité. Justement sur LinkedIn, je prône l'authenticité et je dis à tout le monde: «Soyez authentique», donc Mmh. bah, c'est pas pour moi-même changer ma personnalité parce qu'il y en a qui sont pas contents. Oui. Donc non, je pense que c'est très important de rester soi-même et de ne pas tenir compte de l'avis des autres. Et après, peut-être aussi ne pas se lier aux mauvaises personnes. Bon, ça, du coup, j'ai mis longtemps à l'intégrer aussi, j'avais des fois tendance à devenir amie avec des gens et en fait, un peu par excès de fidélité, je restais amie avec eux quand même, même s'ils faisaient des choses qui me plaisaient pas forcément, Mmh mh. ils Mmh. abusaient de mon temps, de ma générosité, de mes conseils, et sans rien me rendre en échange et bon, ça, Le c'est pas fameux bien post. justement. Oui, c'est vrai, j'avais fait Mmh mh. un post dessus, mais du coup, ouais, non, c'est cette personne justement dans ce post, bon, c'était Mmh pas mh. spécialement un ami, mais Mmh mh. qui avait vraiment énormément abusé de ma gentillesse, à me demander plein de corrections, gratuites et au bout d'un moment, bah, je me suis dit: «Non, là, c'est pas possible, je fais payer mes clients, je vais pas continuer à faire des corrections gratuites alors qu'en plus c'est même pas un ami». Oui. Et donc voilà, c'est important. Là, je pense, actuellement, ce livre en plus, en écrivant ce livre, ça m'a aidée. Je Mmh. pense que maintenant j'arrive quand même beaucoup plus à m'affirmer et à dire non quand j'ai pas envie de faire un truc, à ne pas me laisser imposer des choses et c'est bien justement pour ma vie personnelle avec, mes amis, et les gens que je rencontre et c'est bien pour ma vie professionnelle avec mes clients parce que, bah, faut pas que je me laisse aussi non plus avoir tout le temps. Mmh. Et tu en parles, tu as cette créativité-là de plein de choses que tu veux faire. Comment tu te fixes ton prochain objectif? Comment tu te dis: «OK, j'ai fait ça, maintenant j'irai vers ça». C'est quoi ton process mental? Bah, j'arrive pas toujours à avoir un seul objectif. Des fois, j'en fixe plusieurs et ça me ça me réussit pas forcément parce que je me mélange un peu. Donc là, j'essaye justement maintenant de faire un projet à la fois. Donc là, c'est le roman, Mon Immortel, sur lequel je travaille et j'essaie de rien faire d'autre à côté. Oui. Ouais, après, je sais pas, je pense j'écoute beaucoup mes envies. Bah, par exemple, quand j'écris un roman, bah, enfin, j'écris toujours un roman parce que j'ai l'objectif depuis plus d'un an d'écrire tous les jours sans aucune exception, donc j'ai toujours un roman en cours Mmh mh. et j'essaye vraiment de suivre mes envies, d'écrire quelque chose qui me fait plaisir. Je vais pas, me dire: «Bon alors, de telle date à telle date, j'écris tel roman, il faut qu'il soit fini à telle date, puis à telle date, je commence, Oui. tel roman». Parce qu'en fait, je trouve que c'est le meilleur moyen de tuer l'inspiration et la créativité. Mmh mh. Donc je me force à écrire, mais je me force à écrire quelque chose que j'aime et Oui. s'il y a quelque chose si je commence un roman, mais au milieu, je l'aime plus, bah, je vais laisser tomber, vraiment parce que si je me fais vraiment plus plaisir, je vais laisser Mmh tomber mh. pour passer à autre chose et puis j'y reviendrai, quand l'inspiration sera revenue. Mmh. C'est vrai qu'il faut pas forcer l'inspiration parce que c'est la meilleure chose
pour la tuer. Elle est là quand elle est là et quand elle est là, c'est beau. Mhm. Ça sort tout seul. C'est un peu comme le Mhm. ketchup. Des fois, tu appuies, ça sort, des fois, ça sort pas. C'est exactement ça. Magnifique image. J'adore. C'est exactement ça. Mm. Ouais, c'est clair, mais Ouais. faut rester créatif et justement de toujours prendre du plaisir. Franchement, si c'est des mots à retenir, prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, Mhm. tout ce qu'on fait, c'est parce que c'est là qu'on réussira à être bon. Je veux Mhm. te poser une question qui va nous conduire sur le dernier segment de cet entretien. J'aimerais te Mhm. poser la question sur l'argent. Parce que, Mhm. en termes de finances perso, déjà, on sait qu'il y a une grande communauté de freelance avec pas forcément tout le monde qui s'en sort, mais aussi d'autres gens, d'autres jeunes qui commencent à gagner leur vie, qui viennent pas forcément d'un certain milieu social, donc ils n'ont pas cette littératie-là financière de pouvoir gérer leurs finances personnelles, d'un point de vue strictement Mhm. personnel, sans pour autant entrer dans des détails intimistes ou de dire, bah, je suis à X, Y, Z. C'est quoi, toi, Mhm. tes principes de gestion financière? Comment on fait pour s'organiser de ce côté-là? Parce que je pense que c'est important aussi d'entendre cette partie-là. Et il y a un tabou, je sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais Mhm. c'est hyper important. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un énorme tabou de l'argent et justement, il y a un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Poisson Fécond, qui fait souvent des vidéos où il parle de son entreprise parce qu'il a vraiment réussi à créer une entreprise. Bah, d'ailleurs, mon conjoint travaille pour lui dans Ah son oui, entreprise et justement, lui, il a aucun tabou avec l'argent. Bah, souvent, les youtubeurs, quand on leur demande: «Vous gagnez combien?» ils osent pas répondre et lui, il dit clairement, en fait, à chaque fois, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il réinvestit et ça, je trouve ça bien et ouais, ah oui. faut pas qu'il y ait de tabou. Donc moi, j'essaye de pas en avoir non plus et enfin, Mm, j'ai pas de soucis. Après, j'ai pas de revenus fixes parce mm, que je travaille pas la même quantité, d'un mois sur l'autre. mhm, Je vends des formations, mais je vais pas en vendre le même nombre, chaque mois. Je vais pas vendre le même nombre de romans chaque mois aussi. Mais après, je considère que ce qui est surtout important, c'est d'avoir vraiment assez pour vivre confortablement, donc vraiment, bah, payer son loyer, sa nourriture, ses charges ah oui. et d'avoir quand même, un bonus pour se faire plaisir, à côté et ne pas non plus en fait, tout le temps, vraiment tout le temps regarder, Mhm, enfin, oui. faire attention vraiment à ses dépenses, enfin, vraiment Mhm, de vivre sans pression, sans forcément devenir, enfin moi mon objectif est pas de devenir forcément, millionnaire, ah ouais. extrêmement riche avec la correction et les romans. Si je le deviens, je serais contente, hein, je vais pas m'en plaindre. Mais c'est pas vraiment un objectif, mais tant que j'arrive vraiment à vivre à gagner pour vivre vraiment confortablement, enfin je suis contente, enfin je sais pas, là je donne vraiment une moyenne, en net, vraiment de façon vraiment générale, je dois me faire Mhm, quelque chose je sais pas, 1 500-2 000 € par mois, oui. selon les mois Mhm, et bah, je suis très contente parce que je peux mettre de côté, je peux payer, mon loyer, je peux payer ma nourriture et mes charges ah oui. et je suis pas très dépensière, mais si j'ai envie de me faire plaisir, si j'ai envie de prendre le train pour aller voir des gens ou de m'acheter quelque chose, enfin, Ah je oui. peux. Donc Ah oui. c'est vraiment, vraiment quelque chose que je trouve important. On rentre sur Mmh. cette dernière phase. Je vais te poser des petites questions rapides et j'aimerais Mmh avoir mh. la première réponse qui te monte à l'esprit. Mmh. Euh, Quel trait est indispensable chez un ami? Je dirais ouais, il y en a plusieurs, mais peut-être la curiosité. Mm, Heu et ouais, parce que, enfin, je considère en fait que c'est très important quand on est amis, de s'intéresser à l'autre. mhm, Enfin, ça a l'air bateau en fait ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas c'est quand même enfin, tout le monde ne n'a pas intégré ça quand même. mhm, C'est très important en fait ouais, de poser des questions, à l'autre, de s'intéresser à lui, de pas être là que pour les bons moments, d'être là mhm, aussi quand ça va pas. Et puis pas uniquement en fait poser une question et puis répondre: «Ah OK», en fait, poser une question, mais être aussi là pour essayer de trouver une solution quand ça va pas, pour donner des conseils, partager ses expériences, quand c'est pertinent. quelle est la personne qui a eu le plus d'influence sur toi? Bah, je dirais Inès Sivignon pour, le freelancing, Ah ouais. parce que, bah, oui, forcément, c'est elle qui m'a ouvert la voie complètement.
Après, pour l'écriture, littéraire, bah, je dirais à la fois mon grand-oncle que j'ai déjà mentionné parce que, bah, c'est lui qui m'a aussi donné vraiment, l'envie de d'écrire et aussi, l'écrivain Amélie Nothomb, Mhm. avec qui j'ai énormément échangé et que j'aime beaucoup et elle m'a vraiment, énormément aussi, aidée bah, pour mes débuts d'écrivain. Elle m'a aidée à combattre mes peurs, elle m'a donné plein de conseils donc ouais, elle m'a vraiment vraiment beaucoup aidée, beaucoup accompagnée. Quelle chanson ou artiste te replonge dans l'émotion de l'enfance? Dans l'émotion de l'enfance, Ouais. bonne question. Mmh, je dirais peut-être, alors je me rappelle plus du nom de l'artiste, mais c'est Ouais. la chanson, attention mon super accent, Dream Are My Reality. C'est la musique, Oui, dans le film, La Boum oui. et je me rappelle que je l'écoutais vraiment tout le temps. Mon grand-père, en fait, avait fait une compile, sur une vieille cassette et avec ma mère et ma sœur, on était partis en vacances, donc j'étais vraiment très jeune, à l'époque et on avait écouté vraiment cette cassette en boucle et il y avait, bah, surtout cette musique, Dream Are My Reality Oui. et donc ouais, ça j'y pense, du coup, à chaque fois que je l'entends, en fait, je repense toujours à ces vacances, à cette cassette et du coup, ouais, je pense que c'est cette musique. Je l'aime beaucoup. Ces moments de tendresse. 5 personnes qui sont encore vivants ou qui ne sont plus là, avec qui tu aimerais partager un dîner pour avoir une très belle discussion. Mmh, c'est pas facile. Bah, du coup, je serais tentée de dire, bah, mes amis, vraiment de freelance, Inès, Ikram, il y a aussi mon amie, Christelle Lebailly, qui est écrivain et bêta lectrice, avec qui Ouais. j'adore échanger. Donc vraiment vraiment toutes les 3, c'est des personnes avec qui j'adore échanger, et on peut échanger sur le freelancing, sur nos métiers, mais on peut échanger aussi sur nos vies personnelles, donc ça, c'est vraiment vraiment génial. Mmh. Après, vraiment sur des personnes, vraiment, enfin plutôt, connues, qui m'inspirent, je pense que, bah, je vais choisir des écrivains, c'est pas c'est pas original, mais bah, du coup Amélie Nothomb Ah oui. qui est vraiment quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Je parle pas anglais, mais je pense que je choisirais quand même, l'auteur, Rick Riordan, parce Ouais. qu'il a écrit une saga, enfin plusieurs sagas que j'adore, Percy Jackson Mmh. et j'aurais tellement, tellement de questions à lui poser que je pense que j'aimerais bien manger avec lui, ce Ouais, serait bien ouais. et aussi s'il y a, un écrivain, d'internet qui est connu, sur Amazon qui s'appelle, Jupiter Phaeton et qui est un peu le modèle de tous les auteurs auto-édités, Mmh. parce qu'elle réussit très, très bien, elle vit entièrement de ses romans qu'elle a auto-publiés Mmh. et donc je pense que, ouais, j'aimerais bien aussi, échanger avec elle. Ce serait très intéressant. C'est un très beau panel et cette dernière question-là est ma question, entre guillemets, un peu plus personnelle. C'est la question qui fait qu'on est en train d'échanger aujourd'hui. Mmh. Qui aimerais-tu voir sur le podcast, nous raconter son histoire? Bah, bon, Inès est déjà venue donc Ouais. du coup, bah, je dirais, bah, mes 2 amies, auto-entrepreneurs aussi, Ikram Nemili Shibani, donc qui est, copywriter et rédactrice et Christelle Lebailly qui est, bêta lectrice et écrivain, auto-édité. Je pense que ces 2 personnes, sont vraiment très, très intéressantes, au niveau professionnel et personnel donc je pense que leur parcours pourrait être très intéressant. Alors, en tout cas, merci pour ton temps, merci pour ta générosité de nous avoir raconté cette histoire-là en toute authenticité et en intimité, de voir ta croissance, de savoir que tu as été victime d'harcèlement à un moment. C'est triste, mais ça aide à se construire et de voir ce Mmh. que tu es devenu. Je pense que tu as beaucoup de choses. C'est la première question que j'avais posée, qu'est-ce qui te rend fier? Mais je pense qu'il y a Mmh. peut-être plein de choses Mmh. dont tu peux être fier aujourd'hui et je te remercie encore Mmh. pour ton temps. Je te laisse Bah, le merci. mot le mot de la fin pour Bah, clôturer. merci à toi de m'avoir invitée, c'est vraiment gentil. Enfin, j'aime vraiment en plus le modèle de ton émission et Merci. puis, bah, à ceux qui nous regardent, croyez en vous, soyez authentiques, et ne lâchez rien. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes le plus actifs. À très bientôt.